jamais qui fut du temps d'Hitler le symbole du martyre pour des centaines de millions d'hommes, de femmes et d'enfants. Aussi est-il redevenu actuel de vous rappeler les années sanglantes issues directement du Mein Kampf d'Adolf Hitler. Chaque image du film que vous allez suivre est authentique. Tout ce que vous allez voir est réellement arrivé. Et pourtant, ces documents exceptionnels vous montrent ce que vous n'avez encore jamais vu. De plus, ils répondent aux questions que l'on se pose à propos du nazisme. Comment cela s'est-il produit à l'époque? Comment cela a-t-il été possible? Nous dédions ce film sur les années sanglantes à la mémoire de toutes les victimes de l'hitlérisme de par le monde. C'est un avertissement pour les vivants. C'est aussi l'expression d'un espoir que désormais tout être humain puisse vivre comme doit vivre un être humain. Hitler naquit le 20 avril 1889 à Braunau, petite bourgade autrichienne, fils du douanier Alois Hitler et de sa troisième femme. Il a 8 ans quand sa famille emménage dans une petite maison près de Linz. 1 an plus tard, c'est un conflit brutal entre le père et le fils. Le douanier veut qu'Adolphe devienne fonctionnaire, mais le fils se croit artiste peintre et tient tête à son père. Hitler est à l'école professionnelle de Linz un élève très moyen et n'obtient jamais son brevet. À 16 ans, il quitte l'école car il a un poumon atteint. 1907, il a 18 ans. Il essaye par 2 fois d'entrer à l'Académie des Beaux-Arts à Vienne. Après ses échecs, pour gagner sa vie, il fait des extras et vend des cartes postales qu'il peint lui-même. Pour une bouchée de pain, il achètera ses premières brochures antisémites. Elles viennent de la bibliothèque Ostara, strictement réservée aux gens blonds qui se veulent juges de la valeur humaine et que dirige Jörg Lanz, fondateur d'un ordre pour hommes blonds aux yeux bleus. Selon Lanz, on reconnaît les vrais Germains à leur façon spéciale et élégante de s'asseoir. D'ailleurs, ils ont les orteils plus fins que les races inférieures aux cheveux noirs, dont Lanz demande déjà l'extermination. Pour lui, l'histoire est une lutte à la vie et à la mort entre le clair et le foncé. La croix gammée est son symbole, et pour lui, la personnification du mal, c'est le juif. Ses idées sont une révélation pour le chômeur affamé du foyer pour homme seul. Hitler va croire d'emblée en la différence entre les races afin de pouvoir se compter soi-même parmi les seigneurs. Pour échapper à l'appel sous les drapeaux, Hitler quitte l'Autriche et se cache en Allemagne. La convocation le joindra tout de même et par crainte d'ennui, il revient dans son pays pour le conseil de révision. Mais il sera réformé pour santé fragile. Il repart alors pour Munich où il mènera la même vie qu'à Vienne. Le 1er août 1914, il est place de l'Odéon à Munich, perdu dans la foule en liesse qui vient clamer sa joie en apprenant que la guerre est déclarée. 2 jours plus tard, Hitler s'engage comme volontaire et devient estafette dans un régiment d'infanterie. En 1916, il est blessé sur le front de l'Ouest où il retournera comme caporal en 17, puis en 18, il est gazé lors d'une attaque anglaise.
Ayant temporairement perdu la vue, il est à l'hôpital où il apprend l'armistice du 11 novembre. Le voilà donc à nouveau en chômage, sans famille ni métier. Il décide alors de se lancer dans la politique et retourne une nouvelle fois à Munich se joindre aux nationaux les plus fanatiques. Pour les revanchards, ces corps francs doivent devenir le noyau de la future armée. C'est Röhm qui découvre les talents d'orateur d'Hitler et le bombarde d'officiers instructeurs pour immuniser les soldats contre les idées pacifistes et démocratiques. En 1923, le mouvement d'Hitler commence à collaborer avec d'autres organisations de même tendance. Ils font du général Ludendorff leur porte-drapeau. Hitler tire aussi argument dans ses articles de l'insécurité où plonge l'Allemagne. Ainsi, en raison de ses difficultés économiques, elle ne peut pas faire face à ses obligations vis-à-vis de la France, laquelle répond en occupant la Ruhr. Mais cette occupation donne le coup de grâce au mark allemand, qui doit être dévalué 2 fois chaque jour, à midi et le soir. Les classes moyennes et les ouvriers n'ont plus rien. Hitler, qui rend le système démocratique responsable de la misère, est pourtant encore trop faible pour renverser déjà le gouvernement central. C'est pourquoi il cherche en Bavière l'appui de tous les groupes anti-républicains. Le 8 novembre 1923, il tente d'entraîner dans un soulèvement l'armée et le gouvernement provincial bavarois. Il fait irruption dans la salle du Conseil de Bavière et dans la rue, il annonce par affiche un gouvernement national allemand destituant le cabinet de Berlin. Les sections d'assaut cernent la maison. Ludendorff jette son autorité dans la balance, mais la Reichswehr reçoit de Berlin l'ordre de se tenir en dehors de l'affaire. Le coup d'État a échoué. Le lendemain, Ludendorff et Hitler marchent à la tête de quelques milliers d'hommes vers le QG de l'armée pour tenter une fois de plus de l'entraîner. Beaucoup d'hommes que l'histoire aura à juger plus tard marchent à leur côté. C'est un nommé Himmler qui porte le drapeau. La police intervient, on tire de part et d'autre, bilan 16 hitlériens et 3 policiers abattus. Hitler s'enfuit, mais 2 jours plus tard on l'arrête. Au procès, Ludendorff est acquitté. Mais Hitler, enfermé pour quelques mois dans la forteresse de Landsberg, il y a une cellule spacieuse au premier étage d'ailleurs, peut s'habiller comme il le veut et la nourriture est fort bonne. Plein de mépris pour un ennemi si clément envers la haute trahison, il dicte à son fidèle ami Rudolf Hess son livre Mein Kampf, Mon combat. Hitler, lui, sort de prison, utilise ses anciennes méthodes, reprend ses articles sur le thème « Le futur de l'Allemagne dicte notre conduite » et reconstitue son parti. Plusieurs provinces lui interdisent de parler, mais le parti profitera même de cela grâce à d'habiles affiches qui déclarent « Et pourquoi donc veut-on empêcher Adolf Hitler de parler? Parce qu'il dit des vérités gênantes. » Désormais, les manifestations prennent de l'ampleur et leur mise en scène est une grande adresse. Hitler procède à la consécration des drapeaux et excite ses fidèles par des discours haineux. C'est en 1926 qu'il a trouvé l'homme auquel il demande de travailler Berlin et à qui il confie la propagande du parti, Joseph Goebbels. Il dit, déjà, quand le parti n'avait que 7 membres, il avait 2 principes. Être sans aucun compromis l'unique pouvoir en Allemagne et devenir un parti universel. Und zweitens, sie wollten daher kompromisslos die einzige Macht und alleinige Macht in Deutschland. Un tel programme donne à Hitler, lors des élections de 29 au Reichstag, 6 millions de voix et 106 sièges de députés. L'homme est devenu le chef du 2e parti d'Allemagne. Adolf Hitler pose alors sa candidature aux élections à la présidence du Reich. Son ami Frick, ministre du gouvernement provincial du Brunswick, l'a nommé conseiller et l'a naturalisé. À l'âge de 43 ans, Hitler devient enfin allemand. L'équilibre politique a changé. Hindenburg est cette fois-ci le candidat du centre et de la gauche.
Les affiches proclament qui nous sauvera d'Hitler? Seul Hindenburg. Le maréchal est réélu président. Hitler se trouve dans une impasse. Le nouveau cabinet. Hitler en est le chancelier, c'est-à-dire le Premier ministre. Quant au vice-chancelier von Papen, il s'assied aux côtés d'Hitler et de Göring, croyant que c'est lui qui tirera les ficelles. Aux côtés de l'aristocratique et trop subtil von Papen, Hitler et Göring paraissent encore un peu empruntés. Cela ne durera pas longtemps. Le 10 février 1930, Hitler fait son premier discours en sa qualité de chancelier du Reich, c'est à Berlin. La parole est à notre Führer, Adolf Hitler, chancelier du Reich. Adolf Hitler hat das Wort. Allemands. Camarades, hommes et femmes du Reich allemand. Am 30. Januar dieses Jahres Le 30 janvier de la présente année, der nationalen Konzentration gebildet. le nouveau gouvernement national s'est donc formé. Moi-même, et à ma suite le mouvement national-socialiste, nous sommes entrés dans ce gouvernement. Je pense à présent que les principes pour lesquels j'ai lutté l'année dernière sont atteints. Nous ne voulons pas mentir et nous ne voulons pas tricher. Ich habe deshalb es abgelehnt, jemals vor dieses Volk hinzutreten und billige Versprechungen. C'est la raison pour laquelle j'avais refusé jadis de faire au peuple des promesses bon marché. Liegt die Zukunft des deutschen Volkes. Denn wir sind L'avenir du peuple allemand dépend uniquement de nous-mêmes. ein Après quoi Hitler entre en transe. Écoutez. eigenen Fleiß, eigene Entschlossenheit, eigenen Trotz, eigene Beharrlichkeit, dann werden wir wieder emporsteigen, genau wie die Väter einst auch Deutschland nicht geschenkt erhielten, sondern selbst sich schaffen mussten. Il vient d'énumérer les conditions nécessaires au redressement du peuple allemand. Et maintenant, on va parler de l'Allemagne éternelle. Deutsches Volk, die nun viele Jahre, und ich schwöre dir, so wie wir und so wie ich in dieses Amt eintrag, Peuple allemand, donne-moi 4 années et je te forgerai un nouveau destin. um Lohn, ich tat es um deiner selbst willen. C'est ainsi que commence une campagne électorale sous le signe de la terreur. Göring, membre du gouvernement, nomme 40 000 policiers supplétifs, tous membres des sections d'assaut et des SS. Ainsi donc, la terreur est devenue l'égalité. Le 27 février 1933, c'est l'incendie du Reichstag. Après la guerre, Göring admettra qu'avant même que le feu ne se déclarât dans le palais du Parlement, il tenait déjà prête la liste des communistes et des autres personnes qui devaient être arrêtées. Ainsi, l'incendie, dont la propagande de Goebbels entend rendre les communistes responsables, devient-il le prétexte d'une nouvelle loi qui met hors la loi les adversaires d'Hitler. On arrête comme étant l'incendiaire
le néerlandais Van der Lubbe. Le procès est mené contre le jeune néerlandais et 4 communistes suspects. Verdict, Van der Lubbe est condamné à mort, les autres prouvent leur innocence. Nommé ministre de la propagande, Goebbels organise alors le combat contre la liberté de parole. Le grand poète Henry Heine écrivait au siècle dernier « Là où l'on brûle des livres, on brûle des hommes, et maintenant ce sont des œuvres à lui que l'on jette aux flammes. » Le chant de la Loreley devient l'œuvre d'un poète inconnu. Un bon Allemand ne lit plus ni Freud, ni Karl Marx, ni Henri Barbus, ni Brecht, ni Thomas Mann, ni Remarque. Eicher dit un peuple qui ne tient pas à la pureté de sa race. Le 1er avril 1933, on organise le boycott des maisons de commerce, des médecins et des avocats juifs. Les affiches proclament « Les juifs sont notre malheur, pas de contact avec les juifs. En face des juifs, gardez votre dignité. » Et des gens devenus soudains et hors-la-loi commencent à quitter le pays. Et l'Europe s'habitue au spectacle de ces hommes que l'on expédie comme des paquets d'un bord du monde à l'autre. Rudolf Hess dit « Mon Führer, vous êtes l'Allemagne. Quand vous agissez, c'est la nation qui agit. Quand vous jugez, c'est le peuple qui juge. » Donc, celui qui se met en travers de la route d'Hitler est déclaré hors la loi. Ainsi, pour succéder au maréchal Hindenburg, Hitler a besoin de l'aide de l'armée. Or, celle-ci hait les SA de Röhm. C'est pourquoi, en 1934, Hitler fait égorger Röhm et d'autres compagnons de la première heure sous le premier prétexte venu. L'exécution est accomplie par Himmler et ses SS, le groupement à la tête de mort. Lors de la journée du parti, Hitler reçoit le serment de fidélité du nouveau chef des SA, Lutze. Lorsqu'en août 1934, le maréchal président meurt, le gouvernement décrète le jour même qu'Hitler cumulera les fonctions de président du Reich et de chancelier Premier ministre. Désormais, les officiers et les hommes font serment de fidélité non plus à la Constitution ni à la patrie, mais à Hitler personnellement. Le gouvernement français parle de la nécessité de réconciliation entre anciens ennemis et réagit à peine lorsqu'en mars 1936, Hitler réoccupe la Rhénanie. Si ce jour-là, la France avait engagé une toute petite partie de ses divisions contre les 3 bataillons d'Hitler, celui-ci n'aurait plus que reculer. En mars 1938, l'ancien peintre en chômage du foyer pour messieurs seuls fait son entrée solennelle dans la vieille cité impériale. C'est Himmler, le chef des SS, qui le reçoit. La nuit précédente, il a fait arrêter 67 000 personnes. Mais au conquérant victorieux, il faut d'autres triomphes, et déjà son regard se tourne vers la Tchécoslovaquie. Là, son adversaire, le président Beneš, est l'allié de la France. De plus, les Russes l'aideront si le traité franco-tchécoslovaque est honoré. Les Tchèques d'ailleurs se sentent pour le moment assez forts pour arrêter seuls la première poussée allemande. Aussi, lorsque les Sudètes, minorité d'origine allemande habitant en territoire tchèque, provoquent une crise, Prague mobilise. Mais c'est alors que, sans comprendre cela, le Premier ministre britannique Chamberlain s'envole vers lui, persuadé qu'ils s'entendront. Chamberlain est soutenu dans son action par George Bennet, le ministre des Affaires étrangères du gouvernement Daladier. La politique du Premier ministre britannique conduit finalement aux accords de Munich, signés le 29 septembre 1938 entre l'Allemagne, l'Italie, la France et la Grande-Bretagne. Les Sudètes deviennent allemands, mais le sort de la Tchécoslovaquie est désormais réglé. Beneš est forcé de plier devant Hitler. Le dictateur a obtenu sans coup férir les places fortes tchèques,
les canons, les munitions et les mitrailleuses fabriquées dans les usines tchèques et d'une valeur de plusieurs centaines de milliards. Au printemps 1940, il s'en servira contre la France. Les puissances occidentales n'ont donc pas soutenu le plus fidèle allié qu'elles avaient au cœur même de l'Europe. Quant à l'Union soviétique, qui a le sentiment d'être isolée sur le continent, elle songe à une politique étrangère de rechange. Après Munich, Hitler est de plus en plus sûr de lui. En mars 1939, il occupe la partie qui restait indépendante de la Tchécoslovaquie, celle que l'on avait garantie à Munich. Les Tchèques sont le premier peuple étranger opprimé par le Grand Reich allemand. À présent, tous les yeux se dessillent. Lorsqu'Hitler prétendait ne faire entrer dans le Reich que les Allemands de l'étranger, c'était le faux prétexte d'une politique de force. Le 1er septembre 1939, la formidable machine de guerre allemande franchit la frontière polonaise. Or, Hitler n'en informera l'Allemagne et le monde qu'après le début de l'opération, lorsque l'attaque contre la Pologne aura déjà commencé. Habe ihn nie kennengelernt. Es heißt Kapitulation. Und ich möchte jetzt Il y a un mot que je n'ai jamais accepté, capitulation, et nous le prouverons au monde. Un 11 novembre 1918 ne se reproduira jamais plus dans l'histoire de l'Allemagne. La Grande-Bretagne et la France accomplissent aussitôt envers la Pologne leur devoir d'alliés et déclarent la guerre à l'Allemagne. Voici les départs gare de l'Est. Pour la première fois, un front uni s'est formé contre Hitler. Mais que donnera à la Pologne la bénédiction de l'Église ou la volonté enflammée d'aller au combat, puisque l'ennemi est beaucoup plus puissant qu'elle? Mais la résistance de la capitale, Varsovie, se prolonge et Hitler enrage. Il ne sera satisfait qu'en suivant de près comment la capitale va être réduite en cendres. Défileront ensuite dans les rues mortes de Varsovie, entre les murs de maisons criblés de balles. Les Polonais vaincus prennent, eux, le chemin des camps de prisonniers. Et puis, c'est le début de l'histoire la plus atroce. En octobre, un espace de 10 km² est transformé en ghetto. Dans ce quartier de la ville vivaient jusqu'à présent 240 000 juifs et 80 000 personnes qui ne l'étaient pas. Celles-ci doivent quitter le ghetto où elles seront remplacées par plusieurs centaines de milliers de juifs que l'on déporte et que l'on va parquer ici. Ils seront entassés comme des animaux sans défense dans des cages. Les images que vous voyez en ce moment ont été prises par les hommes de Goebbels eux-mêmes. Elles vous montreront comment un quartier ordinaire d'une ville peut être transformé rapidement en enfer. On voulait se servir de ces images pour la propagande officielle hitlérienne, mais on dut abandonner ce projet, de crainte que le public ne fût pris de pitié pour les victimes, au lieu de les haïr et de les mépriser. Les rues se remplissent de fantômes qui menèrent jadis une vie normale. Maintenant, ils sont en guenilles et doivent subsister avec 200 calories par jour, soit 7 fois moins que le minimum vital normal. Le gouverneur Frank fait même diminuer cette ration, car il sait que cela augmentera le taux de mortalité. Mais, avait-il dit,
Cette guerre hitlérienne doit signifier l'extermination des Juifs. Les Juifs, a dit Franck, doivent être dans le ghetto comme des rats et y mourir comme des rats. Les gens vivent donc dans la puanteur et dans la saleté, couchant en vêtements humides au milieu des cadavres. Au début, on parque 6 personnes dans chaque chambre. Ce nombre passe rapidement à 13 par chambre. Ils dorment dans des pièces qui ne sont que des cellules de prison surpeuplées. Couchés sur des paillasses de carton et de paille, ils attendent la mort comme une délivrance. Les enfants du ghetto grandissent dans l'ombre de la mort, tourmentés, rongés par la vermine et la maladie, sans rire, sans jouet, avec déjà des regards de vieux, habitués à la souffrance et à la mort. La mort qui rôde même autour de cette tendresse. Avec l'espoir de gagner peut-être une journée sur la mort. À la muraille du ghetto, les gardes chiourment, ces complices de la mort par la faim sont impitoyables. Une petite fille dit un jour à son père: « Je voudrais être un chien. Les gardiens ne battent pas les chiens. » On reste debout ou l'on s'assied auprès des murs des maisons pour avoir un peu moins froid. Les épidémies sévissent. Si quelqu'un est suspecté d'avoir attrapé le typhus, on traîne tous les habitants de la maison dans un établissement de bain. Et ceux qui, par hasard, étaient encore en bonne santé, seront contaminés là. Des morts partout. Mais celui qui vit encore ne fait guère attention à eux. Demain, ce sera peut-être son tour d'être couché là. Les fossoyeurs ont de la peine à suffire à leur tâche. Ramasser les cadavres qu'on a abandonnés en pleine rue et les mener vers le lieu où ils disparaîtront à jamais sous une couche de chaux dans le silence d'une fosse collective. On efface sans larmes et sans cris les traces d'une douleur sans nom. Et la berceuse d'une mère inconnue meurt sous un ciel gris et vide d'espoir sans qu'on l'entende vraiment. Oh
Versailles, du moins Hitler le croit-il, est effacée. L'Angleterre continue seule le combat avec les Français libres du général de Gaulle. La Luftwaffe de Göring jette toutes ses forces dans l'attaque contre l'Angleterre, mais les avions britanniques conservent la maîtrise de leur espace aérien. Cinq mois après la capitulation de la France, Hitler commence ses préparatifs pour attaquer l'Union soviétique. 2 ans auparavant, il avait signé avec Staline un pacte de non-agression. Hitler dira, au cours de la Première Guerre mondiale, les Allemands se sont battus et déchirés entre eux et ce fut deuil pour tous, ça ne se reproduira plus. La pénétration en territoire russe commence sur un très large front. Il s'agit d'avancer rapidement vers Moscou. De nouveau, les troupes allemandes traversent des villes incendiées et des villes abandonnées. Hitler ne réussira pas à conquérir Moscou, car l'hiver surprend une armée allemande qui ne s'y était pas préparée. Devant Moscou, devant Sébastopol, et beaucoup d'autres centres, les Russes arrêtent l'avance allemande. Le 30 janvier 1943, le Reich hitlérien célèbre son 10e anniversaire. Et le lendemain, le maréchal von Paulus, commandant en chef à Stalingrad, capitule et prend avec 91 000 hommes le chemin de la captivité. La bataille de Stalingrad a coûté à l'Allemagne 142 000 morts. Le commandant du camp de concentration d'Auschwitz, Höss, aime à proclamer « le travail rend libre », mais dans son univers, seul est libre le mort. Au cours de son interrogatoire après la guerre, Höss admettra que dans le seul camp d'Auschwitz, environ 2,5 millions de gens furent tués, surtout des Polonais, des Russes, des Gitans et des Juifs. C'est Höss qui eut l'idée d'employer le cyclone B à base d'acide prussique pour l'extermination massive. Comme il le disait lui-même, ce gaz provoque une mort certaine et rapide, surtout dans les pièces sèches, étanches et bondées de monde au maximum. Les victimes étaient conduites dans des chambres à gaz pourvues de douches afin de donner l'impression d'un établissement de bain. On y menait d'abord les femmes et les enfants. Les portes étaient rapidement verrouillées et le gaz envoyé dans la pièce. Au bout de 20 minutes au maximum, personne ne bougeait plus. Alors un commando spécial dépouillait les cadavres des dents en or. Ce butin allait servir aux fins de continuation de la guerre. Ensuite, les cadavres étaient brûlés. À Auschwitz, les fours crématoires 1 et 2 pouvaient brûler chacun 2000 cadavres en 24 heures. Höss dira, il était malheureusement impossible d'en brûler davantage sans provoquer des dégâts dans l'installation. Le sinistre record de gazer et d'incinérer en 24 heures est de 9000 âmes pour l'ensemble d'Auschwitz. Il a été établi en 1944 lorsque 400 000 juifs hongrois furent gazés en l'espace de 2 mois. C'est de cette façon-là que les SS, à tête de mort, procédèrent à l'extermination systématique des juifs sous les ordres du chef suprême de la police allemande, Himmler. C'était ça, la première étape de l'ordre nouveau européen, basé sur la discrimination raciale,
Des millions d'êtres humains allaient encore devoir mourir parce qu'au début du siècle, un homme avait décidé de haïr les Juifs. Au-delà de toute expression, c'était le chef maintenant, et lorsqu'il ordonnait de les exterminer, il était obéi. Un ordre est un ordre. Mais ceux qui étaient condamnés à la mort ou à une vie d'esclavage n'acceptaient pas toujours leur destin. Alors, en avril 1943, Hitler ordonne la destruction complète du ghetto de Varsovie. Pendant 3 semaines, les habitants du ghetto, à demi-morts de faim, résistent au stress et à la police qui incendie systématiquement maison par maison. Les habitants ont le choix, soit de rester dans leur logement, soit de sauter des balcons dans la rue. Après la liquidation du ghetto, le butin des vainqueurs se compose seulement de 9 fusils, 59 pistolets, quelques centaines de grenades à main. Pour la première fois, la victime sans armes s'est donc révoltée contre son bourreau. Elle sait qu'elle doit mourir, mais elle veut mourir debout. La terreur grandissante ne peut pas sauver le régime hitlérien tant la situation s'aggrave. Le 6 juin 1944, les puissances occidentales débarquent en Normandie et la France souffrira une fois encore sur sa terre et dans sa chair. En fait, depuis l'appel du 18 juin 40, elle n'avait jamais abandonné le combat. Mais la guerre s'approche de plus en plus. À présent, on lutte pour des villes allemandes. Goebbels disait naguère, « Je vous demande ceci, désirez-vous la guerre totale ?» Désirez-vous, s'il le fallait, une guerre totale et radicale? Et même ceux qui, à l'époque, n'avaient pas ponctué ce discours de leurs applaudissements, devaient maintenant supporter tout de même le poids de la guerre. Et voici les dernières images d'Hitler. C'est l'effondrement avec ses conséquences implacables. Tout se répète. Mais à présent, il y va de Berlin. L'armée rouge pénètre elle aussi dans une ville en ruine et fera la jonction avec les alliés occidentaux. Hitler se soustrait à la responsabilité de ses actes en se suicidant dans son blocos le 29 avril 1945. Le général Keitel va signer la capitulation. La France
France est présente. Or, rappelez-vous la voix d'Hitler, il y a un mot que je n'ai jamais admis, capitulation. Un 11 novembre 1918 ne se répétera jamais plus dans l'histoire allemande. Ein November 48, niemals werden wir Deutschen nicht wiederholen. Et tout un peuple doit maintenant payer le prix de la guerre d'Hitler. Les criminels de guerre sont au procès de Nuremberg. Göring déclare « Je ne suis pas coupable ». Rudolf Hess, je ne suis pas coupable. Ribbentrop, pas coupable. Keitel, non coupable. Non coupable, non coupable. Aucun d'entre eux ne se reconnaît coupable. Alors Hitler a tout fait tout seul. Ces enfants-ci n'ont pas été conduits dans la chambre à gaz. Les médecins SS les avaient gardés pour faire sur eux des expériences parce que ce sont des jumeaux. Millions de gens ont péri dans les camps de concentration. Des chaussures qui ont parcouru le dernier chemin. Des lunettes qui ont vu l'indescriptible. Des jouets avec lesquels personne ne jouera plus. D'après les statistiques officielles, environ 25 millions de soldats sont tombés sur les différents fronts de la Deuxième Guerre mondiale. Pour la population civile, on estime à 24 millions le nombre des victimes. D'innombrables fosses communes témoignent de ce qui s'est passé. Il ne faut plus que cela arrive de nouveau. Jamais plus.